Propagande politique tous azimuts dans les villes et villages du Togo. Les candidats à la présidentielle du 25 avril ont investi toutes les localités du pays où, à grands coups de publicité, ils essaient de séduire les électeurs. Les différentes stratégies de communication utilisées dans ce journal. Comment nos confrères des médias audiovisuels privés procèdent-ils pour faire écho des activités des partis politiques en compétition dans un minimum d'équité? Nous le verrons également dans ce journal et ensuite nous irons sur le marché de fabrication des t-shirts à l'effigie des candidats pour voir comment ces opérateurs exploitent cette période électorale pour faire le maximum de chiffre d'affaires. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'actualité togolaise toujours dominée par la campagne électorale en vue de la présidentielle du 25 avril. Et il en sera ainsi jusqu'au 23 avril, dernier jour des activités de propagande politique avant le vote. La propagande, c'est ce qui rythme la vie nationale depuis vendredi. Difficile en effet d'échapper aux opérations de charme des candidats ou de leurs partisans qui, pour nous séduire, utilisent toutes sortes de stratégies. Affiches, caravanes, meetings, musique, gadgets, réseaux sociaux. Esther Laclé les a tous passés en revue. Reportage. Porte à porte, collage d'affiches, enseignes lumineuses, caravanes, meetings, gadgets, e-campagne, tous les moyens sont bons pour les candidats pour convaincre l'électorat. L'élaboration d'une stratégie de campagne est une étape essentielle dans la mise en œuvre d'une propagande électorale. Elle permet de fournir une analyse précise de la circonscription électorale ainsi que les objectifs clairs pour le candidat. L'affichage des panneaux numériques, peut-être c'est ça que moi je n'ai jamais vu et que je vois actuellement. Peut-être avec ça, ça peut inspirer confiance que peut-être le candidat là a plus de poids, bien reflète et bien mérite sa place à la présidentielle. La meilleure, c'est que c'est l'approche de ces candidats vers la population pour leur soumettre leurs idées, leurs projets de l'avenir. Si au cas où on les choisissait comme président de la République, il faut qu'à la fin maintenant, l'élu puisse réellement réaliser ses promesses. La plupart du temps, deux grands axes de campagne permettent d'esquisser la stratégie du candidat. Il s'agit de la campagne du gain qui vise à obtenir le pouvoir et de la campagne de notoriété pour se faire connaître. Il est avant toute chose question de mobiliser avant de convaincre et enfin obtenir les voix des électeurs. La stratégie de mobilisation repose sur deux moyens. Il s'agit de la mobilisation par le discours qui consiste à mettre en avant des thèmes de campagne et de la mobilisation par le terrain qui consiste à organiser en masse des actions militantes. Non, c'est les meetings physiquement. C'est les meetings que ce candidat se présente à nous ceux-là qui vont aller à ce meeting et qui vont nous parler réellement face à face, bien vis-à-vis. Ce n'est pas les photos décidément qui vont. Il y a les aveugles qui vont venir aussi à ce meeting. Les aveugles ne voient pas les affiches. Bon, les sourds aussi peuvent venir quand même à ce meeting, ils ne vont quand même entendre. Mais ce qui est que le message, c'est de voir ces candidats vis-à-vis dans un meeting. Et ce qu'ils vont dire, il faut que ça soit des paroles d'hommes. Communiquer, dialoguer, mobiliser, séduire et convaincre sont les moyens utilisés pour décrocher la victoire le jour du vote. La stratégie de campagne donne un sens à la vision du candidat en identifiant des objectifs opérationnels ou des cibles électorales. Cette analyse prend plusieurs formes, entre autres socio-économiques, politiques et l'étude d'opinion. Une fois ce travail effectué, il convient de mettre en place un plan de campagne pour atteindre les buts visés. De tous ces moyens de communication, les médias restent les plus sollicités parce que par eux, les candidats sont plus sûrs de pouvoir atteindre le plus grand nombre d'électeurs. Si dans ce contexte, les organes publics sont strictement surveillés par la HAC qui leur impose des règles de traitement drastiques de l'information afin de garantir l'équité, voire l'égalité entre tous les candidats, il n'en est pas toujours de même pour les privés qui, eux, peuvent s'autoriser certaines libertés, même s'ils doivent se soumettre à certaines exigences de l'institution de régulation. Rachel Aoukou a visité quelques rédactions d'organes privés audiovisuels pour voir comment on s'y prend pour traiter l'information électorale. Voyons son reportage.
L'un des éléments essentiels du déroulement des campagnes électorales aujourd'hui réside dans l'accès aux médias. Les candidats, pour se faire élire, doivent faire connaître leurs idées et leurs programmes. En dehors des meetings et des visites de marché, les médias représentent un moyen de communication incontournable. Et à partir du moment où commence la campagne électorale officielle, les différents courants politiques disposent gratuitement de temps d'antenne dans les médias publics, ce qui n'est pas souvent le cas chez les privés. La diffusion de l'information est certes équilibrée, mais les spots publicitaires sont retransmis selon les demandes des candidats, comme c'est le cas à la Radio Victoire et à LCF. Nous essayons, au nom de l'équité, au nom de l'équilibre de l'information, de recueillir les avis des uns et des autres, couvrir les meetings, les caravanes, les activités de sensibilisation de porte en porte, même des affichages de leurs posters et flyers. Nous essayons de les couvrir, chacun à son niveau, comment chaque candidat le fait ou bien l'état-major de chaque parti le fait, afin que nous puissions être justes et équitable dans le rendement ou l'information que nous sommes en train de donner à la population. Mais en dehors de ça, nous sommes une radio commerciale. Celui qui vient solliciter plus notre radio, on le sert. Ça, il faut l'avouer. Mais cela ne veut pas dire que quand l'autre candidat qui entre-temps n'avait pas peut-être disposé les moyens, puis disposer les moyens et nous solliciter, et il vient, nous allons dire que non, toutes les tranches sont déjà occupées par le premier venu. Non. C'est pas aisé pour des chaînes privées comme la nôtre, parce que nous devrons d'abord remplir l'obligation d'équilibre et d'égalité entre tous les candidats. Mais aussi, il faut jouer avec les paramètres pécuniaires. Parce qu'une chaîne privée, nous ne vivons que de ces rentrées financières-là. Mais au regard des obligations professionnelles, que sont le respect de la déontologie et de l'éthique, c'est vrai, il y a certains candidats qui peuvent être tenus de verser quelque chose pour la chaîne, mais vu que nous devrons faire preuve de professionnalisme dans le traitement de l'information, et donc à ce niveau, nous essayons, même quand certains candidats ne remplissent pas ces conditions financières, nous essayons de leur servir aussi un temps d'antenne. Des grilles spéciales sont élaborées pour cette période électorale afin d'alimenter les débats de la scène politique. Au niveau de la grille, il y a un réaménagement d'abord de la grille par rapport à cette campagne pour couvrir les 2 semaines, disons les 14 jours. Et qu'est-ce qui se fait? Le matin, il y a une tranche au cours de laquelle on peut recevoir un candidat ou son représentant. À 10h, pareil, 11h jusqu'à midi, la même chose. Le soir, 19h jusqu'à 21h, ça fait 2 heures d'affilée. Nous recevons également, et d'une manière séquencée, 2 acteurs politiques toujours, qui soient des partis, des candidats en course pour le fauteuil présidentiel. Et nous avons initié des émissions avec une fréquence de 3 émissions par semaine, à savoir les mardis, jeudis et dimanches. Et ceci au cours de la période électorale. Cependant, la couverture médiatique des campagnes est strictement réglementée dans les médias d'État. À la télévision togolaise, par exemple, chacun des 5 candidats a 6 passages dans le journal de l'élection et chaque élément à diffuser devra durer 5 minutes. Et malgré tous ces moyens utilisés par les candidats et leurs équipes de campagne pour véhiculer leurs messages, il se trouve des coins du pays qui échappent encore à ce tintamarre. Florence Kouepassé et Pierre Soussoupo se sont rendus hier dans 2 villages situés pas très loin de la ville de Lomé, Pays et Yobo-Sedjro dans la préfecture des Yeux. Là-bas, les habitants savent que le pays a un important rendez-vous électoral dans les jours à venir. Ils savent que les différents candidats se sont déjà lancés à la conquête de l'électorat, mais les informations ne leur parviennent que par bribes ou sous forme de rumeurs. Résultat, ils ne connaissent ni les candidats ni leur programme. Pierre Soussouko.
Oui, et voilà, nous allons revenir sur ce sujet de Pierre Sissoko. Je le disais, Pierre Sissoko et Florence Kopassé qui ont fait une petite escapade hier dans 2 villages de la préfecture du Zio où les habitants attendent toujours l'arrivée des équipes de campagne des candidats à la présidentielle du 25 avril prochain. Voyons leur reportage. Pays à environ 4 km de l'Hélicopée, dans le Zio. Dans ce village, on a l'air de vivre sous d'autres cieux. Depuis le démarrage de la campagne électorale il y a 4 jours, l'ambiance reste la même. Ici, il n'y a rien qui signale le challenge pour la présidentielle du 25 avril prochain. Pas d'affiches, pas de t-shirts qui véhiculent des messages. Le village est visiblement loin de la fièvre électorale. Voilà, nous ne savons pas si nous allons voter ou pas. Pour le moment, nous ne connaissons aucun candidat. Dans cette localité, Sodine est l'un des jeunes ayant l'âge requis pour le vote. Il se prépare à ne pas rater l'occasion, mais il semble être déçu par le retard des candidats. C'est maintenant que je viens d'avoir 18 ans et j'ai l'impression de voter. Je dis que depuis que c'était lancé, bon, toujours ça se programme à l'Hélicopée. Donc toute personne qui veut participer, aller à l'Hélicopée pour écouter tout ce qu'il y a. Donc je peux dire qu'il n'y a personne ou bien aucun candidat qui se dirige vers nous pour nous parler de ces élections. À quelques kilomètres de là, au sud de Zio, un autre village, Yobo Seduro. Ici, quelques murs communiquent timidement. Pour le moment, des gens viennent un à un. Ils essaient de faire le porte-à-porte. Je peux dire que comme nous sommes dans une ferme, la manière dont les choses vont dans la ville ne peut pas aller comme chez nous ici. Donc, mais nous devons reconnaître aussi que la manière dont les gens doivent passer aussi, ça ne se fait pas. Et on devait commencer la campagne depuis, si je ne m'en parle, au moins à partir de samedi. Et jusqu'alors, s'il faut seulement une seule fois voir quelqu'un passer ou des gens, et ce n'est pas dans le village. S'il faut, ils sont partis dans la maison du chef et n'ont pas parlé avec presque toute la population. Je ne sais pas. Bon, et on a envie de dire que c'est porte à porte, mais ils sont venus dans ma maison. Non, alors je ne comprends pas. Difficile pour ce jeune de comprendre cette stratégie de campagne qui semble oublier les milieux ruraux. Dans ce village de Yobo, seul le chef du village tente de rassurer. Jusqu'à présent, les candidats ne sont pas encore arrivés chez nous. Mais on sait qu'on va voter cette année parce que c'est un devoir pour nous, les citoyens, de voter. Ici, on raconte qu'on ne connaît ni le visage des 5 candidats, ni leur programme. C'est donc à croire qu'elles sont encore nombreuses ces zones rurales à conquérir avant le 25 avril prochain. En Afrique, les périodes électorales ont toujours été caractérisées par un fort ralentissement des activités administratives, économiques et même sociales. Et le Togo n'échappe pas à ce phénomène. Il suffit de faire un tour en ville et dans les services publics et privés pour vous en rendre compte. Mais il y a une catégorie professionnelle pour qui les périodes électorales sont une aubaine. Ce sont celles où les activités sont les plus intenses, entraînant une augmentation des chiffres d'affaires. Il s'agit des fabricants des affiches, t-shirts et autres gadgets. Ces opérateurs coulent sous les commandes. Carmen Madiakapo a ciblé les sérigraphes, ces techniciens qui impriment les effigies des candidats sur les tricots. Elle nous rend compte de leurs activités en cette période électorale. Nombreux sont ceux qui font de bonnes affaires au cours de ce processus électoral. Gadgets, affiches, t-shirts et autres. En tout cas, chaque candidat vient passer sa commande pour battre campagne et séduire à l'électorat. Ici, par exemple, des milliers d'articles à l'effigie du candidat de l'Union pour la République, UNIR, ont été conçus et livrés aux clients. Déjà, l'on se félicite de l'augmentation du chiffre d'affaires. Avec la campagne, nous allons dire que ça a arrangé beaucoup de situations.
Comment on travaillait avant, maintenant, ça a augmenté maintenant. Nous avons fait des t-shirts, des badges et des autocollants, des tricots, beaucoup de tricots. Et il y a des pins. En dehors de ça, des porte-clés. Ah, on remercie le Seigneur. Si vraiment la campagne tient chaque année comme ça, je pense que nous, les artistes, ça a changé beaucoup de choses dans nos affaires. Dans cet atelier, l'activité primordiale, c'est bien le confectionnement des t-shirts pour la présidentielle. Oui, cette année, il y a un peu de changement. Les choses ont plus évolué que la campagne de 2010. Il y a plusieurs personnes qui sont venues nous faire la commande. On en fait au moins 10 000 t-shirts par certains, et d'autres ont commandé 1000, d'autres 500, etc. Démarrée il y a 4 jours, la campagne électorale bat son plein. Ces gadgets et affiches permettront aux différents candidats de faire connaître bien évidemment leur programme de société et aussi attirer à leur avantage le plus grand nombre d'électeurs. Et les autres commerçants et revendeuses des marchés dont les affaires tournent au ralenti faute d'affluence. Que font-ils pendant ce temps? Eh bien, ils discutent politique. Ils parlent des candidats, de leur profil, de leur programme de société et de ce que le futur élu devra entreprendre pour que leurs conditions s'améliorent. C'est le constat fait par Antoinette Omaovovo qui a baladé caméra et micro à travers les étals du marché de Anokopé à Lomé. La campagne est une étape du processus électoral où le dynamisme des personnes converge avec parcimonie vers les activités commerciales. Ce secteur connaît un immobilisme à la hauteur des enjeux. Pour nombre de commerçants qui n'ont pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, c'est le moment d'interpeller les candidats en lice sur la nécessité de booster davantage ce secteur. Nous voulons la paix et la quiétude dans le pays afin que nos commerces avancent bien. Que le nouveau président qui sera élu pense à nous en rénovant notre marché de Ranokopé. Que la paix, l'union et la réconciliation règnent entre les filles et fils du pays. Que celui qui sera élu développe le pays, qu'il pense au chômage des jeunes et surtout la réhabilitation de nos marchés et de nos routes afin que le Togo soit un exemple parmi les autres nations. Pour d'autres encore, les élections sont pour tous les peuples un moyen de marquer une pause afin d'évaluer le chemin parcouru et de définir de nouvelles perspectives économiques. Pour le Togo, le secteur informel est l'un des maillons fondamentaux de l'économie. On veut que le secteur informel soit développé. L'informel devenir formel. Nous voulons que celui qui va nous gouverner tourne leur regard vers le domaine commercial pour que le pays soit développé. Sans le commerce, il n'y a pas le développement. Nous allons accueillir à bras ouverts le président qui sera élu pour qu'il développe notre marché et nous aide à faire prospérer nos activités. Même si la campagne est un passage obligé pour aller au vote, les commerçants souhaitent vivement que tout se passe bien afin que les activités économiques reprennent de plus belle. Après la grande mobilisation de sensibilisation pour une élection apaisée, non violente et conviviale menée tambour battant par les associations, les partis politiques et les responsables administratifs, le flambeau a été transmis aux confessions religieuses qui entretiennent actuellement cette flamme pendant que la campagne électorale bat son plein. Comment s'organisent ces hommes d'église pour faire passer leur message d'amour, de tolérance mutuelle et d'acceptation de l'autre? Pierre Sousoupor et Christine Péchekialoudet se sont intéressés à la question. Suivons le reportage. C'est un engagement à l'échelle nationale. À quelques jours de la présidentielle de 2015, toutes les confessions religieuses s'accordent à œuvrer pour un climat de paix, de cohésion et de la concorde nationale. Islam, par définition, veut dire paix. La notion de paix est très importante
Et nous ne devons pas alors croiser les bras pendant ces moments-là. Nous avons souvent dans nos prêches demandé aux musulmans de prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire d'aller voter le candidat qui pense pouvoir répondre aux aspirations du bien de ce peuple. Et nous leur disons que, mais cela dans la quiétude. Louanges et prières pour le Togo, les fidèles chrétiens l'ont également observé ça et là ces derniers moments pour attirer la clémence du ciel sur tous les candidats à la présidentielle d'avril prochain. À la chancellerie de l'Église des Assemblées de Dieu, le message est clair. Il a dit que la paix de la nation où nous sommes, c'est notre paix. Voilà pourquoi l'Église doit comprendre sa mission de prier pour le pays et ces élections dans toutes nos églises. Nous avons demandé de prier et d'avoir un langage courtois, un langage d'amour, un langage de paix, de l'acceptation et du pardon de l'un et l'autre. Un chrétien est le sel de la terre, la lumière du monde. Message compris par les fidèles qui n'ont cessé de se recueillir et de s'adresser à Dieu pour la seule cause, la paix au Togo, comme c'est le cas dans cette église de la cathédrale de Lomé. En tant que Togolaise et en tant que chrétienne, pour moi, c'est d'abord la prière, ensuite la prière, encore la prière, et faire en sorte que cette prière soit reflétée dans nos paroles, nos prises de position et nos actes. Les autorités de l'Église nous invitent régulièrement à prier pour que règne la paix au Togo durant cette période électorale. C'est pas faire des violences par-ci par-là, non. Même si les deux partis sont venus ensemble, il peut rester courtois. Donc, on nous dit de rester calme. Aussi bien dans les rues que dans les marchés, l'attitude exemplaire des candidats sur le terrain est saluée par beaucoup de citoyens. Et la prière reste bien formulée. Puissent les Togolais de tous bords se reconnaître frères et sœurs et qu'ils deviennent capables d'amour au lieu de la haine. Gerson Deveau est en place pour le journal de la présidentielle 2015. Bonsoir Gerson. Bonsoir Franck. Quel est le sommaire du journal de ce soir? Au sommaire du journal de la présidentielle, ce soir, nous évoquons le candidat président Faure Gnassingbé. Vous le savez, Franck, il a fait sa première descente sur le terrain hier à Ngotchan et à Tado. Tado, notamment, où le chef de l'État a appelé tous les Togolais à faire de cette élection une réussite. Parole ou vœu de candidat, vœu surtout de président toujours en fonction. Des nouvelles des autres candidats? Les nouvelles des autres candidats, Aimé Tiaboré Gogué, nous n'avions pas de ces nouvelles depuis le début de la campagne. Eh bien, ce soir, nous avons de ces nouvelles. On va donc évoquer Aimé Tiaboré Gogué. Il était dans les plateaux, il a parcouru monts et vallées à l'affût donc des voix de l'électorat. Nous vous donnons donc de ces nouvelles ce soir, tout comme celle de Maître Tchassona Traoré et du MCD, toujours dans la maritime, de Cap 2015 et de Jean-Pierre Fabre, toujours dans le Nord, et celle de Jerry Kaman et du Net dans les savanes et dans la Caraïbe. Il était même, Franck, dans son village natal, imaginez l'accueil. Ce sera tout, Gerson? Non, Franck, si vous avez un peu le temps après votre journal ce soir, de nous suivre dans la présidentielle, eh bien restez avec nous jusqu'à la fin. Le meilleur, c'est pour la fin, je vous le promets. Merci, Gerson Deveau. Nous serons au rendez-vous. Bring back our girls, c'est le slogan qui a retenti dans le monde entier il y a un an au lendemain de l'enlèvement de plus de 200 lycéennes au nord-est du Nigeria par la secte islamiste Boko Haram. Ce slogan il s'est estompé sans que l'on ait obtenu aucun résultat. Un an exactement après la disparition de ces jeunes filles, on n'a toujours pas de leurs nouvelles. Le président Goodluck Jonathan, entre-temps, a perdu son fauteuil sans avoir réussi à régler le problème. Avant même d'accéder au trône, son successeur Muhammadu Buhari avoue son impuissance et pendant ce temps, les parents des otages continuent inlassablement leur combat pour connaître la vérité sur le sort de leurs enfants. Ils ne les oublient pas. À Abuja, chaque jour depuis un an, ils se réunissent pour rappeler au monde l'existence des lycéennes de Chibok. Cette fois, ils ont décidé de marcher.
Nous avons parlé et encore parlé pendant 364 jours. On pense maintenant qu'il est temps de marcher en silence et d'exprimer notre douleur dans le calme. L'image avait fait le tour du monde, soulevé un élan d'émotion et d'indignation internationale, aujourd'hui retombé. Il y a un an, jour pour jour, 276 lycéennes étaient enlevées à Chibok. 219 d'entre elles sont toujours aux mains de Boko Haram. D'après une enquête menée par l'ONG Amnesty International, les adolescentes auraient été séparées en 3 ou 4 groupes et gardées dans différents camps des combattants islamistes au Nigeria et au Tchad voisin. Des informations sans aucune certitude. Mais surtout, l'enquête montre que cet enlèvement de masse serait loin d'être unique. Nous avons établi que plus de 2000 femmes et jeunes filles ont été enlevées par Boko Haram depuis début 2014. Elles ont été forcées de se marier avec des combattants de Boko Haram. Elles les servent, elles font leur ménage. Certaines ont même été obligées de participer à des entraînements pour attaquer leur propre village. Des jeunes filles devenues le symbole des violences faites aux femmes et de leur lutte pour la dignité, symbole des crimes de Boko Haram. Pour ce triste anniversaire, des rassemblements Bring Back Our Girls, Ramener nos filles, sont prévus à Abuja, Lagos, mais aussi ailleurs dans le monde avec des opérations ponctuelles à Paris ou encore New York. Quelques informations politiques et électorales précisément avant de clore ce journal. La direction de la formation civique qui s'est fortement impliquée dans la campagne de mobilisation en faveur du maintien d'un climat de paix et de civisme durant cette période électorale poursuit sa tournée à travers ville et campagne. Samedi dernier, une délégation de ce service était à Guérenkouka pour une rencontre avec les cadres et jeunes du milieu. Nous allons retrouver Nestor Mouzou à Kara pour le compte rendu de cette rencontre. Guérenkouka, dans la préfecture de Dangpen, dans la région de la Kara, est la 4e étape de la campagne de sensibilisation de la Direction nationale de la formation civique. La culture de la paix et la réconciliation, qui constituent un objectif et une espérance, exige des Togolais un effort individuel et collectif pour se départir des réflexes identitaires et ethniques et des mentalités régionalistes. C'est le message que la délégation de la direction de la formation civique a apporté aux populations de Guérenkouka. Nous avons eu la chance, depuis des décennies, d'avoir la paix. Et la paix est un bien précieux, en ce sens que la paix permet le développement. La paix permet la cohésion nationale. La paix permet l'émergence. Donc ce déplacement vers l'intérieur du pays était nécessaire pour entretenir les populations sur les délices et les atouts de la paix. Kévé dans la région maritime, Tung et Agné dans les plateaux, Tchamba dans la région centrale et Saint-Cassé dans les savanes sont les localités ciblées pour cette campagne de sensibilisation par la direction de la formation civique. Ce journal se referme. Merci de votre aimable attention. Patientez donc pour retrouver Gerson Deveau pour le journal de la présidentielle 2015. Au revoir.